Salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vois la formule tout longue. Il y a toujours un qui veut être plus suave. Muslim pro. Exactement, muslim. On va faire swab et verse-nous le test, s'il te plaît. Bismillah. Ah. Attends, je dois pas hésiter. Attends, faut que je fasse comme ça, non? Attends, je commence avec qui? Avec Hassan. Vas-y. Et tu le fais bien en haut, s'il te plaît, jouer les bulles. Plus haut, plus haut. Là. Yeah. Barakallah alik. Bismillah. Par contre, tu me l'as versé comme la Arabi, là, tu m'as mis jusqu'au bout. Salim, t'en as? Déjà, Non, Je c'est encore, bien. merci. Bismillah. Eh bien, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast. Le bruit. C'est ça. Il est bien sucré le thé, hein. Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Ras Hanout qui s'appelle Entre nous. Merci. Et aujourd'hui, on va parler de Molenbeek. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Ersen et Souheil. Alors, comment on va faire pour vous présenter? Je propose chacun se présente un peu. Qu'est-ce qui, voilà, brièvement. Honneur aux plus jeunes. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Hein. Donc, j'allais commencer avec aujourd'hui, comme si c'était une pièce de théâtre. Donc, je me sens aujourd'hui très... non, donc je m'appelle Souheil, 24 ans. Souheil ou Souheib? Souheil. Souheil. C'est souvent, tu vois, les gens ils disent Souheil. Moi, j'ai Souheil. entendu. Hein. Ouais. Je pense que c'est lié au foulard. On entend Ah, pas, c'est mais- reparti, c'est Ah. bon. C'est pas une pièce de théâtre. Ouais, jamais la paix, tu vois. T'as vu l'oppression que je ressens tous les jours, c'est ça. même chez les notes, tu vois, jamais la paix. Vraiment la pression. Non, ça va pas ça. Donc, Allez, Souheib. Souheil Ma'allam. Donc Souheil, 24 ans. Ce que je voulais dire, c'était que je suis encore étudiant en fait. Mais cette fois-ci étudiant. Donc j'ai un bachelier en travail social, donc social work en néerlandais. Mais je pense qu'on peut... Ouais, en français, c'est surtout, je pense qu'ils disent assistance sociale. Sauf que moi, je suis surtout... C'est plus l'expertise dans le socio-culturel. Donc tout ce qui est théâtre, tout ce qui est... Mais tu travailles déjà. Mais je travaille déjà à mi-temps. Dans un centre d'animation Étudiant pour temps enfants. plein, travailleur à mi-temps. Exactement. Et à mi-temps, comédien, animateur. Comme ça, et puis t'as aussi fondé une association. Exactement. On va Nous, parler. les étudiants. Voilà. Donc tu as à peu près voilà. à quoi, 2 temps plein et demi. En fait, c'est ça. Ma vie, c'est ça, en fait. C'est le domaine du socioculturel. Je suis partout, je suis là, je tourne. Je travaille avec tout type de profil, tout type de public, petit à grand. Et On est machallah, fatigué. super occupé. Mhm. Mais quand il y a une personne qui t'appelle, là, t'arrêtes tout. Ça va encore. En fait, tu sais, j'aime pas dire non, tu vois. Ah. Alors, je dis souvent oui. Mais Ouais. ce qui fait que... Non, mais là, je parlais d'une personne en particulier. Ta maman, quand elle t'appelle, là, comment c'est dans ton répertoire? Ah oui, AA, maman, et puis un petit cœur. à la Un petit fin. cœur. Ah. Vous avez compris pourquoi AA, comme ça, dans la liste des contacts, c'est les en haut. C'est la première. Parce que j'ai des potes qui s'appellent Aaron et tout, avec 2 A, donc je suis obligé de... Après, tu peux aussi mettre en favori sur ton téléphone dans les contacts. J'aurais pu. J'aurais vraiment pu, en fait. Mais non, voilà, je suis un peu comme ça. Mais voilà. Marhaba, Souheil. bah, c'est Allah bien. yahfadkoum. Eh bien, Hassan. Qui est Hassan Alors, moi, déjà, je suis ta sœur. Allez. T'as oublié. Allez. Je suis autrice de 2 livres, notamment C'est pas personnel, que d'ailleurs, je vois que Ras Hanout le met bien en avant ici. Donc, C'est pas personnel, qui est un roman, aussi un management book qui s'appelle Open Up Your Organization. J'écris assez souvent aussi des cartes blanches et des chroniques aussi dans le journal le soir. Donc, je parle un peu de tout. Par exemple, ma chronique s'appelle D'Iris et d'ailleurs, en hommage à notre ville de Bruxelles. Et puis, je suis Et aussi... l'Iris qui est le symbole de la ville de Bruxelles. Exactement. Tout le monde ne sait pas ça. Ah ouais, exactement. Petite fleur. C'est mon mari qui a trouvé ce nom d'ailleurs, d'Iris et d'ailleurs. C'est comme ça. C'est un jeu de mots comme ça passe bien. Et puis, je suis aussi entrepreneuse. Je donne des formations un peu à tout le monde, en fait, de manière générale, mixte. Mais j'ai aussi lancé un programme que pour les femmes, pour apprendre des choses comme ce que tu as dit, tu vois, apprendre à dire non, quelque chose qui est plus difficile en général pour les femmes, pour mieux s'affirmer. Et ça, c'est chouette, franchement, c'est chouette. Et puis, je suis aussi... j'ai, en fait, à la base, plus une expertise dans le domaine de l'énergie. Et je siège au conseil d'administration du régulateur pour l'énergie et l'eau à Bruxelles. Donc voilà, ça me fait différentes casquettes. Allah barik. Masha'Allah. Masha'Allah.
Donc moi, c'est Salim. T'es qui? Mohamed C'est mon Salim. frère. Ah ouais, d'accord. Le Le frère de Sam. grand Sam. frère. Ouais, grand. Non, voilà, Mohamed Salim. Donc moi, je suis artiste, entrepreneur culturel. Et j'ai mis un temps à réaliser aussi ce que j'étais en train de faire exactement dans la vie, parce que souvent, on fait que faire des petits pas, et finalement, quand tu prends un peu de recul, tu vois dans quelle direction t'emmènes tes petits pas, qu'est-ce que tu étais en train de faire. Mhm. J'ai une longue carrière dans le commercial aussi, avant plutôt dans le privé, dans le commerce. Mhm. Et puis on a fondé la Sahanout en 2015. L'idée, c'était juste de passer des messages, de s'amuser. Et c'est devenu de plus en plus sérieux, avec des projets qui ont vraiment cartonné, avec aussi l'épicerie dont on va parler. Et donc aujourd'hui, je suis comédien, metteur en scène, directeur artistique de Ras Al Hanout. Alors aujourd'hui, on va parler de Molenbeek. À Molenbeek. On aime bien. Ah, Molenbeek. À Molenbeek, ça pique un peu. J'étais dans une réunion liée à la candidature de Molenbeek Capitale Culturelle 2030. Et il y a une personne qui est là et qui parle de Molenbeek et Molenbeek et Molenbeek. T'es un Français? C'était je crois, on n'était pas française, non, mais il y a un moment où je lui ai dit, écoutez, je ne crois pas que vous le faites exprès, mais quand vous prononcez Molenbeek, comme ça, ce à quoi ça nous renvoie, c'est la manière dont les médias français représentent, prononcent Molenbeek, Molenbeek, et c'est bourré, c'est pas Molenbeek, c'est Molenbeek. Et tout d'un coup, elle s'est fortement vexée en disant que je critiquais son accent et qu'elle a toujours dit Molenbeek et qu'elle ne savait pas que ça renvoyait à tout ça. Alors je lui ai dit, c'est que vous ne vivez pas vraiment à Molenbeek. Si personne ne vous a dit ça, ou alors vous n'avez pas eu des vrais dialogues avec les gens. Parce que et quand j'ai dit ça, la majorité des gens ont rigolé parce qu'effectivement, quand tu dis Molenbeek, tu vois que tu es dans une représentation très négative, très stéréotypée. Mais, et on parlait justement, parce que c'était une rencontre entre artistes, et je disais, les artistes qui vivent à Molenbeek, ou les artistes qui travaillent à Molenbeek, que les artistes qui travaillent avec Molenbeek. Et c'est pas forcément la même chose. Mais déjà, quand je vous dis Molenbeek, ça vous évoque quoi? Ouais, attends. Moi, bizarrement, je pense à la boulangerie là près de Comte de Flandre. Mekke? Le Turc, ouais, qui fait des espèces, c'est pas des durum, mais c'est des pidés, des pizzas, Des pidés, là. ouais. Ouais, c'est ça, des pidés. Et ils te les enroulent avec plein de trucs à l'intérieur, comme ça. Ouais. Je sais que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai toujours kiffé manger ça, en fait. Mais Donc, c'est quand bon, tu me parles je de veux dire. Molenbeek, moi, je pense à ça. C'est la première chose. Et on mange bien Et à lui, Molenbeek. il est extraordinaire parce qu'il est polyglotte, il est multilingue. Mais t'as vu, machallah, Je l'ai vu parler anglais, comme ça, c'est intuitif. mais c'est ça, Il je pense que parle toutes les toutes langues, les il connaît, hein, il maîtrise. Wahad ou hein. les juges? C'est ça. C'est deux-moi une baguette. Wahad ou les juges? Et il te rajoute tout le temps. Et il est super. Mais il te parle. Donc il parle en turc, il parle en kurde. Et je l'ai entendu parler en farsi. Il parle en français, en irlandais, en anglais. Et il parle arabe. Il parle des langues que je sais même pas c'est quoi, mais il parle avec des gens. Et mais il est extraordinaire, quoi. Mais c'est génial, mais en fait, c'est ça, Molenbeek, je trouve que ça bouillonne d'entrepreneurs, en fait, de gens qui se débrouillent en mode système D, qui ont appris la vie sur le tas, pas forcément à l'école, et qui arrivent à créer plein de choses et qui ne sont pas assez valorisés, simplement. Ah, ok. C'est Et toi, clair. Sohail, c'est quoi Molenbeek? Molenbeek, pour moi, c'est... En fait, hier, j'étais à une conférence où j'ai participé, en fait, aussi à la conférence. C'était à l'école Erasmus High School. Et on parlait de diversité. Et on m'avait choisi aussi, je pense, parce que je vis à Molenbeek. Peut-être parce que tu es arabe. Arabe, mais aussi surtout que, en fait, j'ai ce profil un peu multilinguiste, un peu polyglotte, et qui fait que, tu vois, je peux apporter beaucoup de choses sur la table. Et donc, pour moi, c'est la diversité en soi. Je veux dire, c'est un truc hyper, peut-être cliché, ou peut-être même juste une réalité, mais il y a une grande diversité à Molenbeek, même si on pourrait dire que, ouais, partout sur Bruxelles, il y a des quartiers où c'est plus cette communauté, tu as certainement aussi certains quartiers aussi sur Molenbeek où tu as une grande communauté marocaine, on peut le dire, mais en même temps, quand tu y vas, quand tu marches dans les rues de Molenbeek, tu découvres aussi tout type de culture et tout type d'identité et tradition, et c'est beau à voir. C'est pour ça que j'aime bien rester ici sur Molenbeek. Je n'ai pas trop envie de se quitter, tu vois, ici. Donc, même si j'avoue que les loyers ils deviennent de plus en plus durs, on est là pour le moment, quoi. Et donc ça, on sent le polyglottisme. Quand il dit les loyers deviennent de plus en plus durs, c'est cher. C'est cher. C'est dur. Ouais. Ça me fait rire, moi, quand j'entends parler de diversité, parce que je travaille beaucoup sur la diversité d'entreprise,
Mais je repense souvent, et je le cite d'ailleurs souvent, cet exemple où, quand, je ne sais pas si tu te souviens, Salim, quand on a joué au Centre culturel Ducle, Ouais. et qu'il y a des gens qui nous ont dit ah ben, il y a pas beaucoup de diversité chez vous, hein. Il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes. Hein. C'est ça la Et diversité. c'est ça. Ouais. Et donc, j'ai dit, mais en fait, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, mais chez vous, en fait, quand vous allez voir une pièce de théâtre, en général au CCU, donc au Centre culturel Duc, il n'y a que des Blancs. Mais vous ne dites pas, il n'y a pas de diversité. Mais quand il y a une surreprésentation pour vous d'Arabes et de Noirs, tout d'un coup, il n'y a plus de diversité. Et c'est un peu ça aussi, ce qui est paradoxal avec cette question de diversité, c'est qu'en fait, on aime bien, mais pas trop. Okay, et quand on est entre nous, ça ne nous dérange pas. Mais quand ils sont un peu trop nombreux, quand même, hein, un peu, mais pas trop. Et on me l'a dit plein de fois aussi. Je me rappelle une fois, il y avait une entreprise qui voulait nous financer dans une ASBL. Et ils me disent, oui, mais en fait, dans vos volontaires, allez, ça manque un peu de diversité. Il y a beaucoup d'Arabes quand même. Hein. Et je le regarde et je dis donc, vous, dans votre entreprise, vous êtes combien? Il y a combien de Blancs? Vous êtes 100% de Blancs. Ça, c'est jamais... Vous êtes 100% de Blancs dans vos entreprises, sachant que le marché de l'emploi est diversifié. Moi, j'ai travaillé avec des bénévoles. Donc, moi, je ne vais pas faire une ségrégation, je ne vais pas faire des discriminations par rapport à mes bénévoles en me disant, bon, écoute, j'ai assez d'Arabes, maintenant, il me faut un Blanc. Est-ce qu'il y a un Blanc qui veut donner de son temps gratuitement? Donc, plutôt que de demander... C'est ça, tu vois, et c'est plutôt vous qui engagez des gens, vous pourrez avoir plus de diversité, mais vous ne le faites pas, et vous me demandez à moi de le faire, quoi. Donc, c'est toujours ces trucs de diversité, quelquefois, c'est énervant. Bien sûr. Alors, j'ai deux questions pour toi. Oui. Est-ce que tu peux enlever ton béret? Mon béret. Pas de couvre-chef ici, hein. Attention, moi, mes chars, ils n'ont pas été bien peignés. Donc, il faut dire aussi... T'as vu comment elles sont plates? Le BG. Elles sont plates comme... Parce que depuis tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est en train de lui faire de l'ombre? Et je me demandais si ça le faisait. Et on me dit que ça fait de l'ombre. Ça te fait de l'ombre, ok. Il fallait dire. Un petit signe au début, non, regarde. Voilà, dédicace à Baptiste. Shout out. La vraie question, Souheil, dans Qui cherche Divine, tu peux un peu nous parler. Vous avez une scène comme ça, vous disiez Molenbeek, ça vous évoque quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? Molenbeek, ça nous évoque quoi? Une scène Qui cherche Divine, tu vois? Mais on vient de finir, donc t'inquiète pas, je veux dire. Mais attends, ça nous évoque It's like quoi? a hellhole right now. Mais ouais. Non, ça c'est en fait c'est Trump un peu qui. Ah oui, en fait c'est ça. Donc en fait donc il y a une scène où on parle vraiment de, tu vois, des clichés à propos des mots qu'on utilise et tout. Et donc on utilise aussi le mot Molenbeek et donc les autres réagissent d'une manière ouh, tu vois. Et en fait on précise bel et bien que en fait déjà Molenbeek, le terme, le mot, il a une connotation négative avec le temps et elle a eu cette connotation. Ouais. Et que en fait on devrait arrêter avec ces étiquettes en fait de dire que les gens par exemple de Molenbeek ils ont cette étiquette de danger public, etc. Ouais. Et c'est là où en fait où on a repris Stop right now. C'est ça, déjà tout d'abord on a repris l'audio de Trump qui disait 20 years ago, il y a 20 ans j'étais venu à Bruxelles et tout, c'était beau, maintenant c'est comme un hellhole. Donc, et donc c'est pour ça qu'on disait, j'ai terminé avec mon petit stop right now, tu vois, arrêtez avec ces... Jugeons les choses comme elles sont et allons le découvrir surtout. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut juger quelque chose si on ne l'a pas découvert par nous-mêmes et sans le regarder aussi travers un filtre, travers un masque. Parce que c'est aussi la plupart des temps, même les Flamands ou même les autres, quand ils viennent sur Bruxelles, ils viennent quand même avec un masque, avec un certain filtre, avec un filtre médiatique. Ils se sont dit, mais attends, je dois faire attention, que je ne dois pas passer par là ou par là. Je pense que nous-mêmes aussi, quand on va visiter un pays, peut-être qu'on va à un endroit, peut-être que nous-mêmes, on a un certain filtre, tu vois. Et donc, parfois, c'est bien de... Je comprends, il y a un filtre parce que tu vois, pour ta propre protection, mais en même temps... Si on veut être honnête avec soi-même, il faut aussi juger les choses pour qu'elles sont et retirer ce masque et essayer d'aller découvrir vraiment les quartiers, les gens, les cultures, les traditions. C'est comme ça qu'on peut essayer d'améliorer ce vivre ensemble. Tu vois. On appelle ça aussi... Il y a un terme qu'on utilise j'avais un cours qui s'appelait Communicatie Training, c'était interculturelle communication. Très simple. Faut traduire. Communication interculturelle. Voilà. C'est pas difficile. Interculturelle. En fait, ça signifie quoi? C'est la communication en 3 étapes. Première étape, je m'identifie moi comme personne et je t'identifie toi comme une autre personne. Donc, on est 2 personnes différentes. Deuxième étape, c'est parce qu'on est 2 personnes différentes, on a 2 points de vue. Peu importe, même si on a le même background, peut-être pas du tout le même background, mais on a 2 points de vue. Et troisième étape, c'est je vais communiquer avec toi, sachant que tu n'es pas moi. Je veux dire, on n'a pas le même point de vue, donc je vais essayer de faire attention que je ne vais pas dire des choses qui risquent de te vexer.
Et c'est la manière dont on devrait au moins... Je pense, en fait, tout ça, interculturel et communication, le terme plus simple, c'est l'empathie. En fait, c'est juste ça, en fait. Se mettre à la place de l'autre. Ouais. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a parfois, il y a des gens, ils n'ont pas d'empathie. Et tu te poses la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que parce que tu parles avec une certaine communauté, tu vas être moins empathique envers cette personne-là. Tu vois, juste cette personne. Surtout que tes stéréotypes, ils vont agir directement sur ta façon d'agir. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Une petite anecdote par rapport à ça. Il y a quelques années, j'étais partie à Marseille et on m'avait dit ouais, 2 filles, Marseille, laisse tomber, le soir, c'est dangereux, machin et tout. Ouais. Hors-jeu volé, 3-2. Ah, ok, d'accord. Référence footballistique que j'ignore. Et ça va Ah oui, ils ont joué à Anderlecht. Avec contre l'Union. Contre l'Union, mais à Anderlecht. Mais khair, on t'écoute, désolé. Pas grave. Mansplaining. Non, je rigole. Honnêtement, ouais, mais c'est pas bien. Non, mais donc, donc, j'étais partie avec une copine, on était encore étudiante. C'était il y a longtemps. Et alors, comme on m'avait dit, attention Marseille, tout c'est dangereux, en fait, quand on sortait du métro, il y avait des gens qui venaient nous parler. Et moi, il était 10h du soir, donc moi, je disais, cours. Et donc, on se met à courir, en fait, et on court, on monte les escalators, vraiment essoufflé. On se dit, purée, Marseille, c'est dangereux. T'as vu, les types, ils sont venus, ils allaient nous agresser et tout. Et puis, le lendemain, quand on reprend le métro, on voit des gens, en fait, nous, on arrive pour prendre le métro, et on voit des gens qui nous tendent leur billet de métro. Et en fait, ils ont un truc, je crois que c'était genre 1h30 le ticket de métro. Et donc, quand les gens ils sortent, ils te donnent le ticket, comme ça tu peux le réutiliser et rentrer dans le métro. Et donc, en fait, les gars qui étaient venus le soir, ils venaient juste nous demander les tickets de métro. Ah, ok. Et toi, t'avais un stéréotype. Ouais, et comme j'avais un stéréotype, j'ai agi sur base de ça. Et du coup, ça a confirmé ce billet, en fait. Ça a confirmé parce que du coup, si je m'étais arrêtée à ça. De métro. Non, les billets inconscients qu'on a et conscients, de se dire, comme je croyais qu'il allait m'agresser, j'ai réagi en courant. Et du coup, le gars, il disait hey, « pourquoi tu cours ?» Et du coup, lui, quand il a crié du coup, tu rentres dans un cercle vicieux où, si je m'arrête à ça, je vais dire « T'as vu, j'ai été à Marseille, j'ai été agressé. » Alors que le type, il m'agressait pas, il me demandait juste son billet. Enfin, son billet, pas le billet. Je reviens à cette question de billet qui est très intéressante. Je vais te demander, Souheil, toi, parce que Qui cherche Divine, ça a été une belle aventure pendant plusieurs années. Et cette année, vous avez fait une belle tournée en Flandre. Ça faisait quoi de représenter quelque part Molenbeek dans cette tournée en Flandre et comment c'était reçu voilà, le message, justement ces thématiques En fait, ouais, on représentait Molenbeek et on le précisait aussi. Et il y a eu de tout, en fait. Je veux dire... Il y a eu des feedbacks positifs et négatifs de cela. On va dire positifs dans le sens de j'espère que c'est d'une manière ou d'une autre tu vois, qu'ils ont pu voir c'est des jeunes de Molenbeek et ça va, ils ont l'air plutôt sympas. Mais je veux dire, c'est surtout ça le truc un peu. Je pense que c'est aussi la raison pour qu'on veut être représenté un peu partout, c'est que tu vois, les gens ils puissent voir, regarde, on est comme les autres. Et tu as eu des réactions négatives aussi en fait, les réactions négatives, tu peux pas vraiment les dire comme des choses négatives parce qu'ils vont jamais être dit comme négatif, mais tu vas toujours tu vas le percevoir. Sur les réseaux sociaux, ouais. Mais il n'est pas gêné. Ouais, mais ça, c'est les réseaux sociaux, c'est ça. Non, moi, c'est surtout dans la vraie vie, et on était partis à un moment donné en Flandre, je ne vais pas dire où, mais voilà. Et vraiment, tu ressentais que... En fait, vraiment, il y a eu des questions à propos de Molenbeek, et nous, tu vois, on devait se justifier, quoi. Je veux dire que... Non, mais il y avait vraiment... tu vois, en fait, vraiment, c'est un prof même qui avait posé la question. Ouais, mais tu sais, nous, on n'irait pas avec nos jeunes à Molenbeek. Mais il disait, regardez, il n'y a aucun problème. Je veux dire, venez. Vous pouvez voir que nous, on est tous... Pourquoi il ne viendrait pas avec ses élèves en fait, il est venu... En fait, quand on a utilisé, tu vois, la scène, je pense, des clichés... Donc, pas des clichés, donc des connotations négatives, il dit que, OK, il y a peut-être des connotations négatives, mais ça veut pas totalement dire que c'est totalement faux. Comme par exemple, c'était à l'époque aussi avec ce qu'il y avait... c'était de la Croix, non, c'est l'autre. Arrêt de... Clémenceau, voilà, c'était aux mêmes périodes à ce moment-là. Et il disait, voilà, nous, c'est des quartiers qu'on n'irait pas du tout, et tout. On n'irait pas à Molenbeek, parce qu'à Clémenceau, il y a des fusillades. Exactement. Sachant que Clémenceau, c'est un collègue. Exactement, c'est pas la même chose. On a précisé que, oui, on comprend totalement que déjà... C'est là que tu leur dis, c'est pas grave, allez pas en Anderlecht, venez à Molenbeek. Mais j'irai à Anvers sans problème. Et là-bas, il y a aussi d'autres trucs. Mais, non, mais on n'est pas là pour pointer du doigt. Mais oui, et on s'est retrouvés vraiment à devoir se justifier en se disant, regarde, nous, chaque jour, on vit à Bruxelles, à Molenbeek, même à Anderlecht, on a des... comme Ayoubide d'Anderlecht. Donc,
Et voilà, bien sûr qu'il y a certains endroits que tu devrais peut-être en groupe éviter ou quoi. Ça peut totalement être le cas. Mais en même temps, est-ce que tu dois aussi viser ou généraliser toute une commune, mais c'est la même chose, on revient avec le truc, toute une communauté, tu vois. Et voilà quoi. Et la seule personne, je me rappelle dans cette salle-là, qui était encore gentille avec nous, c'était pas un prof ou quoi, que c'était une fille. Et c'était la seule fille de couleur. Elle était là, c'était la seule aussi qui avait dit je me sens enfin représenté dans une pièce de théâtre. Et voilà, en plus c'était la fois où on avait il y avait un problème technique où il y avait pas on pouvait pas projeter les sous-titrages. Donc on a fait la pièce en théâtre totalement en néerlandais aussi cette pièce. C'était la seule où vous n'étiez pas trop dans une ville, dans un même paysage urbain que les autres quoi. Mais ça me fait penser, en parlant de clichés, il y avait un titre sur le film BXL de Mounir et Ish Aithammo. Vous l'avez vu le film BXL? Ouais. Voilà. Donc, Monsieur l'imam. Voilà. Donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié travailler avec Mounir et Ish. Et il y avait une des couvertures médiatiques de La Libre qui disait BXL, un film bancal sur l'intégration à Molenbeek. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu as vu le film, et quand tu connais Bruxelles, et quand tu connais Molenbeek, il n'y a pas une scène du film qui est à Molenbeek. Mais c'est ça, en fait. Je veux dire, déjà, c'est près de Dansart que ça a été filmé, genre les deux bâtiments, c'est près de Dansart. Tout le trajet, d'ailleurs, tu le vois, le début du film, il est extraordinaire avec la valse à 1000 temps. Et tu vois le trajet qui vont de Chibilo au palais de justice, et c'est le vrai trajet, et tu reconnais Bruxelles et tout, mais il n'y a pas une seule scène du film, tu vois. Et comment ça se fait? Ouais, voilà. Pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi tu dis Molenbeek? C'est La Libre, hein, franchement, il faut le dire ce qu'il y a. Hein. Je veux dire, c'est pas... Non, j'essaie vraiment de revoir ce film là dans ma tête. Ouais, je me rappelle pas vraiment d'une scène à Molenbeek. J'ai même pas capté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Je me souviens non, il n'y en a c'est pas. Vraiment tourné dans Mine Bruxelles, il y a, je crois, un parti en Scarbeck aussi. Mais ouais, possible. Ah non. Alors, on parlait de billets, et avant d'attaquer un peu plus sur la culture et tout, et là, je vais partager une expérience qu'on a eue. On a eu l'occasion, avec Ras Hanout, d'aller aux États-Unis et de rencontrer une compagnie de théâtre qui s'appelle Irondale, et qui menait un travail assez intriguant qui s'appelait To Protect, Serve and Understand. Et l'idée, c'était après, on dit le décès ou l'assassinat. Là, c'était Eric Gartner aux États-Unis, tué par la police, étouffé, I Can't Breathe. Et ça, c'est George Floyd, mais c'était exactement la même chose, étouffé, quoi. Et ce qui s'était passé là, ils ont mené un programme pour travailler l'empathie. On parlait d'empathie, de billets, etc. Et donc, on a réussi à les faire venir. Et pendant une semaine, ils nous ont formés. Et puis pendant une semaine, nous, on a essayé de jouer ce rôle de facilitateur, d'animateur entre des citoyens et de la police. Ce qu'il y a, c'est que nous-mêmes, on est évidemment situés. Et donc, on n'a pas perçu comme neutre. On est déjà perçu comme étant pour un camp. D'ailleurs, quand j'ai écrit la pièce Mehdi Mengoul avec Mohamed Alouchi, quand on a rencontré des victimes de violences policières, on a rencontré des policiers. Et un des policiers qui avait suivi les cours avec papa, justement, il disait, mais de toute façon, moi, il y a deux camps et je sais que vous êtes dans l'autre camp et moi je suis dans. Donc il y a soit le camp des policiers, soit le camp des victimes de violences policières. Il y a pas de... Enfin, eux ils disent les jeunes, mais... Et il y avait ce truc, on travaillait sur les représentations. Il y avait un truc que j'adorais, un exercice que j'adore, même dans la vie de tous les jours, c'est « How do you know it ?» Il te met une situation, donc il y a deux personnes qui se serrent la main et tout le monde est autour et on te dit, voilà, dis qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu constates d'un point de vue factuel. Et ce qui était marrant, c'est que les gens ont dit « Ah, mais lui, il est fâché. Ah, ok, comment tu sais qu'il est fâché? Ouais, parce qu'il a l'air de... nanana. Et en fait, tu vois, tout ça, ce sont des interprétations, ce sont pas des faits. Et revenez avec cette question « How do you know it ?» Comment est-ce que tu sais ça? Et en fait, tu ne le sais pas. Tu interprètes. Et c'est important de distinguer ce qu'on sait de ce qu'on interprète, de ce qu'on perçoit, qui est forcément subjectif. Et à la fin, c'était une semaine très, très dure. Très, très dure, très confrontante. Je veux dire, on ne s'est pas insulté, on ne s'est pas tapé, mais quand je dis confrontation, c'est vraiment confrontation des points de vue, des perceptions. Et de l'aveu des participants, des citoyens et des policiers, c'était une semaine la plus dure de leur vie. C'était un des policiers qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a appris au bout d'une semaine? C'était une semaine temps plein. Il a réfléchi longtemps et il m'a dit, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont peur de la police. Et là, je menais l'interview, donc intérieurement, j'étais en train de péter de rire et de péter un câble. Mais de l'autre côté, je devais rester pro pour l'interview. Et je suis sorti de là et j'ai crié, parce que pour moi, c'était juste fou qu'un policier qui a 30
30 ans de carrière, ait besoin d'une semaine de théâtre avec nous pour réaliser qu'il y a des gens qui ont peur de la police. Et je me dis, en fait, jusque-là, et c'est là où tu vois que c'est quand même important, en fait, même si ça a l'air d'un détail, quand il voyait quelqu'un qui s'enfuit, eh ben, il se disait, ça c'est quelqu'un de coupable. Il a quelque chose à se reprocher, Ouais. c'est ça. Il se dit pas, c'est quelqu'un qui a peur pour sa vie. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé cette année avec l'enfant Fabian, qui a été poursuivi par la police dans le parc Elisabeth, par la même zone de police, donc qui est venu faire des 12 ateliers ans, avec c'est nous. ça, il allait avoir 12 ans, je crois, c'est ça. Et donc voilà, il était en trottinette, il a vu des flics, il n'avait pas le droit d'être en trottinette, et donc les flics l'ont poursuivi jusqu'à l'écraser. Et tu vois d'ailleurs toute la même machine avec les premiers mensonges pour couvrir, etc. Et tout. Mais je me dis, tiens, ça, ce qu'on avait réussi à faire avec ce policier qui m'avait l'air sur le moment tellement futile, en fait, mais c'est le genre de choses qui peut genre sauver une vie, parce que au lieu de foncer sur un gosse parce qu'il se dit il a quelque chose à se reprocher, il se dit en fait ce gosse il a peur pour sa vie. Et voilà. Transition. J'ai pas de transition, mais le sujet suivant, c'est on a un point commun. On a tous les trois créé des ASBL à Molenbeek. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Attends, je suis encore en train de processus cette transition, en fait, parce que c'était... Vas-y, on peut revenir dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, j'utilise souvent... Il y a deux images que j'utilise souvent pour parler de ce que tu dis. Je donne des formations. C'est la première, et c'est une image qui est assez connue, donc peut-être que les gens qui regardent la visualisent, mais il y a une personne, donc il y a un 6 et un 9. Et donc la personne qui est là va avoir un 6, et la personne qui est là va avoir un 9. Et donc les deux se battent. Donc là, c'est déjà pour faire comprendre le principe qu'il n'y a pas une vérité. Et que si tu ne te mets pas à la place de l'autre, et pour ça, le théâtre est super important, parce que moi-même, quand je vais donner des formations dans des grosses boîtes, je leur fais faire des jeux de théâtre. Je ne dis pas théâtre, parce que sinon, ils paniquent, mais jeux de role-playing. Okay. Et donc, c'est se mettre à la place de l'autre à chaque fois, parce qu'en fait, toi, tu es persuadé que tu as ta vérité, et ça, en plus, avec les réseaux sociaux, ça empire, quoi, parce que l'algorithme te fait voir ce que tu veux voir. Sûr, Et donc, le contact humain, de se mettre à la place de l'autre, est super utile. Et l'autre image que j'utilise aussi, c'est l'image il y a un lion qui avance, et il y a des voitures derrière. Et je leur dis, qu'est-ce que vous voyez? Et chacun dit, oui, le lion, il fait exprès pour marquer son territoire, il marche super lentement pour dire, ici, je suis chez moi. D'autres, ils disent, en fait, le lion, il est chez lui, donc il ne remarque même pas les voitures. Et puis non, au contraire, il fait un show, il se montre. C'est vrai qu'il peut faire les trois, le lion. Et donc, c'est intéressant de se dire, voilà, tout ce que je vois, tout ce que je perçois de l'autre est une interprétation, exactement comme tu l'as dit, c'est une interprétation que je dois du coup vérifier. Donc, je dois poser la question. Tiens, tu as l'air fâché. J'ai l'impression que tu es fâché. Est-ce que c'est vrai? Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on apprend en communication. Mais le théâtre est un fabuleux outil. Parce que moi, j'ai plus appris d'ailleurs au théâtre que dans toutes les formations que j'ai pu suivre, d'apprendre ce genre de choses. Parce que c'est là, quand tu joues le rôle de quelqu'un, c'est là où tu ressens tout, quoi. C'est pas cérébral, ça se passe ici, en fait. Ça se passe au niveau du cœur, ça se passe au niveau des guts, que tu ressens vraiment ce que l'autre ressent. Donc, ouais, je trouve que c'est super intéressant. Et c'est pour ça que l'outil que propose Al-Hanout, c'est bien de le faire avec la police. Donc, ça serait bien de le faire plus aussi au niveau des entreprises, là où les décisions se prennent. Tu ne le referais pas? Peut-être pas toi, personnellement. Non, mais parce que, d'ailleurs, on a eu des critiques au début, des gens qui ont essayé ce travail-là de lien, etc., qui trouvaient que ça ne changeait rien et que c'était être instrumentalisé. On l'a fait. Et après coup, je pense qu'ils avaient plutôt raison. C'est-à-dire que par exemple, avec certaines zones de police, même avec la zone Midi, quand on l'a fait, nous on a demandé, parce qu'on a fait avec plus de 600 élèves des rencontres comme ça, et on a demandé aux policiers de venir en civil. La seule zone qui a refusé, ils ont insisté à venir en uniforme et en armes, c'est la zone Midi. Des vrais cow-boys. Et les élèves étaient plus éduqués que les policiers, quoi, au niveau... Pourquoi ils viennent avec leurs armes, quoi? Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, pourquoi eux, alors que les autres zones acceptent? Et nous, on essaye justement de travailler sur ce lien, etc. Et tout. Et donc, mais ça a été très dur, et je me suis posé la question, est-ce qu'on a bien fait d'exposer? Parce qu'en fait, en réalité, c'est pas tellement... les citoyens qu'il faut éduquer, c'est vraiment la police qu'il faut éduquer et réformer. Peut-être qu'il faut laisser tranquille les citoyens et former que la police, alors. Aussi, ils veulent. Veulent. C'est une question de système, quoi. S'ils veulent. Alors, on revient à cette question. On a tous les trois créé des ASBL à Molenbeek. Voilà, est-ce que voilà, vous pouvez en parler? Moi, j'ai co-créé TIN, donc Talented Youth Network, donc une ASBL qui
qui travaille sur la jeunesse à travers le développement du savoir-être, en plus du savoir-faire, parce que voilà, moi j'étais partie quand j'ai fait une business school, que je suis arrivée à l'UNIF, j'ai vu que tous les gens autour de moi, ils avaient des codes que, en quelque sorte, nos jeunes et ceux qui n'ont pas grandi dans des réseaux favorisés n'ont pas. Et c'est ça souvent qui fait la différence dans le milieu professionnel, même pour trouver un stage, même pour trouver un emploi, et après pour évoluer professionnellement. Et donc, franchement, c'était chouette. J'avais cofondé la SBL avec notamment Abdelhak Chenouili, qui continue à la gérer. Moi, j'ai arrêté depuis... qui est président maintenant. J'ai arrêté depuis quoi 3 ans, je crois. Ou 4, je ne sais plus. En tout cas, c'était important à un moment donné de pouvoir, pour moi, passer à autre chose et laisser le flambeau. Mais et ce qui était chouette aussi, c'est quand on a travaillé aussi avec des associations dont UWC, United World College, pour envoyer des jeunes à l'étranger, faire des stages à l'étranger. Et je trouve ça génial parce que moi-même, j'ai découvert qui j'étais quand je voyageais, quand j'ai dû me présenter pour la première fois. Et qu'on me disait, where are you from? Je disais, I'm from Morocco. Et puis après, il m'entend, il fait, ben non, tu es belge en fait. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, parce que je vis ici. Donc voilà, et puis j'ai aussi cofondé l'ASBL Les Cannelles, où là, on a travaillé. Et donc les cannelles étaient créées directement dans l'épicerie. C'est pour ça que je voulais que ce soit un nom d'épice au féminin, parce que là, on a travaillé sur le féminisme intersectionnel, donc le féminisme qui ne voulait pas de nous au début. Donc, on s'est dit, on va créer notre propre féminisme pour parler aussi des femmes de la diversité, des femmes qui font des choix différents de vie que les choix qui sont, en quelque sorte, du féminisme de l'après-guerre. Et donc, franchement, c'était chouette. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce travail social. Et tu sens que tu enclenches un changement. Et quelquefois, ce qui est frustrant, c'est tout ce temps perdu. Bon, ça, tu le sais, pour la recherche de financement, franchement. Allez, les gars, faites des dons, terminez la campagne. Qu'on passe à autre chose, quoi, qu'ils s'occupent de ce qu'ils font de mieux, qui est le travail sur le terrain. Récolter de l'argent, franchement, c'est pénible. Il n'y a personne qui a envie d'aller toquer aux portes et d'appeler aux gens et dire « donne-moi de l'argent » quoi. Et pourtant... moi aussi, quand j'interpelle les gens, je dis « alors, il est où ton siège ?» je dis, mais ouais, l'autre fois, tu m'as même pas dit bonjour. Et où ton siège? C'est vrai, d'abord. Ouais, mais c'est pas chouette, quoi. C'est pas un plaisir. C'est une nécessité. Je dis, quand on quitte ici, parce que là, on est encore ici, aussi à Molenbeek, mais on est dans la crèche. Mais si on n'a pas de lieu, on va faire quoi? On va aller où? Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas chouette non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on n'est pas toujours obligé d'avoir l'urgence de « on va fermer si vous ne donnez pas, s'il vous plaît ». Donnez, c'est tout, quoi. Passez à autre chose. Attends, explique un peu pourquoi il faut donner. Parce que, en fait, des associations comme la Salhanout, elles font un travail de terrain que personne d'autre ne fait. C'est pas les institutions qui vont sauver nos jeunes, c'est pas les institutions qui sont surfinancées, surpeuplées aussi, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, franchement. C'est un autre débat. Mais en gros, ici... Quoi? Ça clash. Non, mais c'est vrai. Quand je vois la déperdition d'argent qu'il y a et sont nos impôts qui sont déperdus pour aller dans de grosses structures qui sont inefficaces, par nature même, par leur constitution inefficace, alors qu'on voit des petites ASBL, alors la Sahanout, alhamdoulilah, devient une moyenne ASBL, on va dire. Le jour où vous devez devenir une grande ASBL, je vous dirais que vous serez inefficace. En tout cas, une ASBL de cette taille-là, c'est là où tu as vraiment du terrain. Il n'y a pas de déperdition, quoi. Si quelqu'un est malade, tu le sens tout de suite. Tu vois, les grosses institutions, il y a du gras. Il y a 10 personnes qui sont malades. D'ailleurs, il y a 11% de taux d'absentéisme dans les institutions bruxelloises. Et en fait, ils ne le ressentent pas tellement il y a du gras, quoi. Tellement il y a des gens qui sont payés pour rien. Mais donc, voilà. Et la Sahanout, c'est non, mais ça m'énerve parce que c'est des millions qui partent alors qu'ici, c'est que juste quelques milliers. Et on devrait pouvoir les trouver, quoi. Surtout ces derniers temps, et c'était une remarque d'ailleurs d'un ami, il disait on passait souvent dans des dossiers plus de temps à critiquer ce qui n'allait pas ailleurs, plutôt qu'à parler de ce qui va bien chez nous. Bah oui, c'est ça. Et moi, je suis plutôt dans cette approche-là où en fait, je parle plus trop de ce qui se passe ailleurs. Que d'ailleurs je connais pas tellement, j'en ai des perceptions, etc. et tout, mais je trouve ça, de voir de ce qui marche. Et c'est vrai qu'avec peu de moyens, Ras Hanout, avec peu de moyens, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et rien que ce bâtiment, cette campagne de récolte de fonds, c'est dur et tout, mais déjà là où on en est aujourd'hui, en fait, c'est super, super cool. Mais de se dire que Ras Hanout a acheté un ancien dépôt, c'est un truc de l'a dingue, financer, en fait. L'a rénover, et que là on se lance encore dans un projet encore plus grand, le grand remplacement de la toiture.
Il a laissé, tu vois, un moment de silence après le grand mais à remplacement. chaque fois, il Ça le va fait. être cut, ça. Non, C'est mais la ça même va blague être que tu cut. répètes après Ça chaque va se épisode. retrouver- ça va se retrouver Épisode sur 4, X. j'attends. En plus, avec ma tête, ça va se retrouver sur X, tu vois, le grand remplacement. Non, ça, mais c'est comme quand c'est tu vas vrai. voir un stand-upper, hein, il a son morceau et il marche. Donc, Non, mais il faut de toute façon faire du bad buzz aussi. Hein. Oh, Mais, ça, jusque-là, ça va. ouais, franchement. Mais voilà, en tout cas, là, Hanout fait un travail pour moi qui est utile sociétalement, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Comme on en parlait, le travail de l'empathie, c'est là où ça passe mieux, c'est avec le théâtre. Moi-même, je l'ai vécu personnellement où voilà, j'avais beau débattre avec des gens, ils ne comprenaient pas ma position, et en jouant une pièce de théâtre, ils ont tout de suite compris, quoi. Et c'est tellement efficace. Ouais. Et donc, c'est un travail qui doit être encore plus soutenu. Et moi, je rêverais de voir une association comme Ras El Hanout qui peut compter sur des moyens structurels et se focaliser sur ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire le théâtre, l'émancipation des jeunes, le vivre ensemble, le fait de travailler sur les différentes cultures, de faire aussi véhiculer la culture populaire. Et ça, ça serait génial. Donc, ouais, j'ai hâte que cette campagne, que vous passiez à autre chose avec cette campagne et que les gens vous soutiennent, quoi. Inch'Allah. Il ne faut pas sous-estimer aussi l'impact de chaque personne, parce que chacun dit, ouais, mais peut-être pas moi, mais d'autres non, mais s'il n'y a pas toi, en fait, il n'y aura pas d'autres. Donc, chacun doit prendre sa responsabilité aussi. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement, c'est le thème de la première campagne de l'épicerie. Ouais, parce qu'on a installé à la rue du Ruisseau. Ah, tu sais que j'y ai même pas pensé. Et la rue perpendiculaire, c'est la rue des Ateliers. Ouais. C'est là où il y a Yes. Et une rue un peu plus loin, c'est la rue de la Maroquinerie. Non, ça s'appelle Maroquinerie, pas la Marocaine. C'est pas la rue des Marocains? Non, c'est pas la même chose. C'est la Maroquinerie, tu vois. C'est pas la même chose. Parce que je sais que j'ai toujours dit Marocain, mais ça s'écrit pas comme les Marocains. C'est avec un cul. Alors, Sohail, Oui. Nod. Nod, Nod, hein, bismillah. Mais tu sais que c'est aussi la raison pour qu'on l'appelait comme ça. Donc ouais, Nod VZE, donc ASBL Nod en néerlandais, donc VZE néerlandais, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens ils disent pourquoi t'as mis ZW non VZE ouais, c'est quoi c'est ASBL mais en néerlandais c'est tout, il n'y a pas plus simple. Et Node, le nom, avant même que j'explique ce qu'on fait, Node, pourquoi Node? Tout d'abord c'est que c'est une ASBL, donc c'est une organisation pour les jeunes, par les jeunes, et le but c'est quoi? C'est de nous réveiller, de nous pousser, de nous lever à faire de nouvelles choses. Et Nod en Darija, ça veut dire lève-toi, réveille-toi. Et en néerlandais, ça veut dire un besoin. Ça veut dire c'est un besoin aussi que tu essayes d'y répondre. Et notre logo, c'est une oie. On dit une oie ou un oie? Une oie. Ouais. Ben, en fait, en néerlandais, noix, en néerlandais, ça s'écrit avec un T. Et donc, nous, D, mais... Attends, c'est une noix là. Tu vois, une noix. Tu manges. Ouais, une noix. Une noix de cajou. Cajou, ouais. Ah, je crois qu'il y a une noix à l'animal qui pince là. Tu sais que j'ai même pas pensé à cette noix. Ah, ok. C'est ça que je comprenais pas. Je me disais, Zwan, en néerlandais. Ouais. Ok, ouais, je suis loin. T'as vu le polyglotte là? C'est pour ça que les mots ils renvoient. C'est comme quand t'as dit, ouais, ça. Ok. Et oui, donc ce qu'on fait, c'est. Ça peut être pas mal, tu vois, ça fait son envol comme ça, tu vois. Je peux. Un jour, si tu veux, on peut essayer de trouver une manière de. Présentation. Ouais. Je partagerai ça à la com. Il n'y a que moi à la com. C'est ça. Non, il y a mon. Dans les plus petites structures, il n'y a pas. Ouais. Je vais faire une réunion avec la com. Non. Okay. Le nombre de fois qu'on m'a dit votre assistante peut me contacter. Oui. Non, je dois aussi préciser, je ne suis pas tout seul. Il y a moi et mon frère de cœur, Suleiman Kaimakalan. On a ensemble créé cette ASBL. Et ce qu'on fait, comme j'ai dit vite fait, c'est une ASBL par les jeunes pour les jeunes. On essaye de pousser les jeunes, ou surtout stimuler les jeunes surtout à essayer d'aller plus loin dans leur passion, dans leurs projets, dans leurs objectifs, et que s'ils ont des rêves, s'ils ont des choses qu'ils aimeraient bien découvrir, qu'ils aimeraient bien faire, c'est totalement faisable. Et avec le bagage qu'on a pris, que j'ai eu jusqu'à présent, on essaie vraiment de les aider dans ça. Et là, pour le moment, on est en train de... Donc, le premier truc qu'on avait fait, c'était par exemple un atelier, un workshop à propos de comment est-ce que je peux créer ou je peux venir avec des idées. Parce que parfois, comment est-ce que je viens avec des idées de projet? Je ne vais pas te dire que moi, j'ai des idées de projet, mais toi, tu en as. Mais de quelle manière? Déjà, tout d'abord, c'est en te découvrant toi-même. Et donc, avec des éléments de ta vie, des passions à toi,
tu peux essayer. En fait, en les liant, tu peux facilement trouver des idées de projets. Et c'est ce qu'on a déjà fait. On a déjà travaillé avec. C'est une maison de jeunes ou c'est une organisation qui s'appelle Entrée. On a travaillé avec des maisons de jeunes comme Bien ou Bien. On a même travaillé avec l'Ice dans le Success. Qui est aussi, Bien ou Bien, qui est aussi une belle success story, quoi. C'est-à-dire que c'est une ASBL qui a été créée récemment. Le coordinateur s'est beaucoup battu pour obtenir une reconnaissance avec beaucoup de difficultés et des bons dossiers, etc., mais difficultés de financement, etc. Et donc là, ils sont enfin été reconnus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, Big up à Ali, je le dis. Ça va? Big up à Ali, bien sûr, il faut le dire. Et voilà. Je connais pas Big Up à Ali. Big Up, c'est comme. Ça veut dire quoi? C'est shout-out. Je connais Big Up, ça va, hein? C'est Ali que je connais pas. Oh, le néerlandophone qui va m'expliquer l'anglais. Je connais pas Big Up à Ali, mais alors il a dit. Peut-être que t'as accepté un mot, tu vois. Non. Big Up à Ali. Alors, parlons un peu de l'épicerie. C'est quoi votre premier souvenir de l'épicerie? Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je l'ai déjà dit là, Toto, mais donc non, mais les gens, ils étaient pas là. Mais c'est pour ça, en fait, la Toto, dans UWC, on attend, et puis les gens, ils vont dire, pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? En fait, pour faire simple, c'était en 2019, ok. Donc, en 2019, je m'étais inscrit pour UWC Camp, UWC qui est, donc tu l'as dit vite fait là, Toto, donc c'est une organisation qui essaye de vraiment déjà tout d'abord lier les jeunes internationalement, mais aussi qui propose certaines... la possibilité aussi d'étudier d'aller faire ces dernières années secondaires à l'étranger et d'avoir un baccalauréat international. Exactement. Et moi, je pense que j'étais en 2019, j'étais en 5e, 6e secondaire. Et allez. En fait, j'avais doublé. Et oui, et le truc, subhanallah, il nous avait dit, comme premier rendez-vous, pour découvrir un peu le projet et tout, venez à l'épicerie, etc. Moi, je ne connaissais pas Ras El Hanout ou quoi à ce moment-là. Je ne connaissais pas l'épicerie Wallo. Donc, j'étais venu avec mon père et je rentre. Et je pense que si vous avez certainement vu ou entendu la vidéo de trucs, comment ça s'appelle de NS, exactement. Ouais, j'avais totalement... Et donc, le truc, c'était quoi? Je rentre et je vois des ruines, en fait, il y a tout. Je vois les murs arrachés un peu. Mais c'était il y a pas longtemps, subhanallah, quand tu vois le changement quand même. Et en fait, on était en train de... On avait une réunion, donc au milieu, là, autour de... c'est possible qu'il y avait encore des travaux. Il y avait des travaux. Il y a toujours des travaux à l'épicerie. C'est ça, en fait, je me rappelle avoir entendu des gens travailler derrière, tu vois. Attends, tu te rappelles quand vous faisiez des scolaires et Martine était en haut et alors on disait vous pouvez pas utiliser les toilettes pendant 2 heures là. T'es là quoi? Il y avait une seule toilette et si tu tirais la chasse d'eau, ça s'entendait dans la salle de théâtre. Ouais. Et nous on était en spectacle, des fois il y a des gens utilisaient quand même. Et puis là t'entends la chasse, puis ça c'est une petite. Et puis une deuxième chasse. C'était en direct quoi, tu vois. C'était. Et donc c'est ça en fait mon premier contact avec l'épicerie. Tu vois, là, quand tu m'as posé cette question de mon premier contact, moi j'étais là, non. Et quand tu vois l'épicerie maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois déjà l'évolution à ce moment-là, la première fois. En fait, c'est ça parce que. Ta première scène, tu l'as faite aussi à l'épicerie, du coup. Avec Qui cherche Divine. Exactement. Mais ça, c'était quoi? C'était officiellement. 2022. 3 ans plus tard. Ouais. Mais il y a eu 2 ans et demi. Tu as vu l'évolution du bâtiment déjà? En fait, c'est ça, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu dans le sens de. J'y étais. Et puis, je ne suis pas revenu. Jusqu'à ce que je revienne en fait pour Qui cherche Divine, pour créer la pièce, à terminer en fait la pièce. Et voilà quoi. Non, Et qu'est-ce que tu en penses? Ça va vraiment. Je dirais il y a une belle évolution et j'espère Inch'Allah que ça devient encore meilleur et plus accessible pour tout le monde. Surtout, en fait le but c'est quoi? C'est que un endroit, donc un bâtiment ou un espace, on en a tous besoin, surtout sur Bruxelles. Et avoir accès aussi à de l'espace, c'est une chose tellement importante. Je veux dire, c'est tellement précieux, tu vois, c'est d'une valeur que si c'est déjà un endroit agréable, facilement, tu vas pouvoir attirer des gens à venir vers toi. Et tu vas pouvoir aussi réceptionner les gens dans un endroit apaisant, dans un endroit... tu vois, qui est facilement aussi accessible, on va dire accessible, ça va encore, mais facilement accessible aux gens, mais surtout pour avoir un but en commun, c'est par exemple de créer des pièces, de se rassembler, d'améliorer cette cohésion sociale sur Bruxelles. Quoi. Alors, on est encore dans la campagne sur la Baraka. La Baraka. Pour toi, tu as ressenti aussi cette épicerie, Ras Hanout, comme une Baraka. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un peu à soutenir en se disant, bon...
j'hésite entre d'autres causes. C'est vrai qu'il y a plein de causes à Bien soutenir, c'est sûr, pas non, facile. subhanallah. Qu'est-ce que tu dirais à une personne par rapport à l'épicerie, à l'idée de soutenir Ras Hanout? Ben, en fait, pour moi, juste, le truc, c'est que j'ai toujours fait du théâtre dans ma vie. Et j'avais fait à Boxstad, j'avais fait au Bronx, etc., etc. Et tous des endroits vraiment que j'ai beaucoup apprécié euh, y jouer. Mais quand j'ai commencé à Ras El Hanout, c'était vraiment, je sais pas, mais je me suis enfin ressenti représenté. Je me suis ressenti, tu vois, comme une deuxième maison. Et ça avait à voir tout d'abord avec les gens aussi qui étaient présentes, mais aussi l'endroit. Et je l'ai ressenti comme une baraka. Je me suis dit, subhanallah, on est là, on fait du théâtre. Et on fait du théâtre aussi avec des valeurs, tu vois, qu'on peut s'identifier. Et, et ça fait du bien, tu vois, sans devoir se soucier de, ah ouais, mais à d'autres trucs, tu vois. Je me suis senti apaisé, tu vois. Je pouvais faire du théâtre à mon aise et en même temps en me disant que mes valeurs, elles sont présentes, tu vois. Mm. Et, euh, et voilà, alhamdoulilah, j'ai ressenti comme une baraka. Ah, ok. Ersan, ton premier souvenir à l'épicerie? La porte de garage. Regarde. Ça me fait penser à la vidéo de NS. De nouveau, ça, c'est un truc à mon Olympique, c'est que tu vas toujours trouver quelqu'un pour t'aider. Moi, je savais pas la faire monter cette porte, elle était trop dure. Et du coup, je regardais, je fais, hey, toi, viens, s'il te plaît. Ah, yeah. Tu peux ouvrir, c'était horrible. Non, c'est vrai, parce que les gens qui ne voient pas, et c'est ça, en fait, qu'il faut voir aussi, c'est exactement comme tu as dit, l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, je rappelle l'inauguration, c'était quoi? C'était en 2019, Non, non, même plus tôt, première de 2016. Hein. 2016. Et en fait, enfin, il n'y avait rien. Et tous les travaux qui ont été faits, déjà le fait d'avoir acheté le bâtiment des propriétaires, c'est un truc de dingue. Tous les travaux qui ont été faits, la salle de théâtre. Enfin, je me rappellerai toujours, une fois, on avait fait une cérémonie de remise des diplômes de Tine. C'était à l'arrière. Enfin, on espérait qu'il n'allait pas faire froid parce qu'il n'y avait pas moyen de chauffer, en fait. Et donc, enfin, et en fait, on se débrouille. Et l'important, c'est l'impact que tu as auprès de ton public cible, de ta population, de tes jeunes, des adultes et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut passer à... ok, c'est cool le côté un peu délabré au début, mais après, non, il faut un côté plus professionnel parce qu'en fait, si tu n'as pas un cadre professionnel, si tu n'as pas un cadre propre, nickel, où tu n'as pas des fuites d'eau à gérer, bah déjà, ton personnel, tes bénévoles, ils s'épuisent. Et aussi, les gens ne prennent pas au sérieux. Donc, et en fait, on mérite aussi d'avoir un cadre. Je veux dire, tout le monde mérite d'avoir un bel espace. Et c'est pas du luxe, c'est juste la base, quoi. Qui peut soutenir, à ton avis? Qui soutient? Moi, de ce que j'ai vu, doit c'est soutenir? qu'il y a déjà les parents. En fait, tout citoyen bruxellois qui pense au bien de sa ville devrait soutenir. Et puis, tu as la communauté, en quelque sorte, arabo-musulmane qui soutient parce que du coup, c'est un théâtre qui peut aussi porter des messages qui ne sont pas portés ailleurs. Et puis, tu as aussi d'autres personnes, les blancs, les catholiques, les non-croyants, qui se disent, en fait, c'est important en termes de vivre ensemble, qui sont venus voir les pièces et qui se disent, en fait, c'est important de mieux se comprendre et d'avoir des voix aussi qui s'élèvent et qui s'élèvent de manière constructive, parce que c'est ça qui est à la Sahara. C'est vrai, de temps en temps, ok, on blague ou quoi, on va casser des trucs, mais c'est toujours constructif, c'est toujours dans une optique de faire passer les messages, d'aller mieux. C'est pas du divertissement. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que tu peux aussi bien te marrer. Et donc, tu peux aussi bien te marrer, tu peux aussi, pour certaines pièces, ramener tes enfants, pas pour pleurer. Pour maman, ça s'appelle encore. À la prochaine maman. À la prochaine maman, c'est vrai, je ramène pas les enfants. Mais il y a des enfants qui assistent. Hein. Ouais, je sais. Parce qu'il y a des enfants qui ont déjà été confrontés à ça. C'est ça. Là, par exemple, la dernière fois, c'était au cinéma, c'était une famille qui venait et donc, en fait, les enfants avaient perdu leurs grands-parents. Ouais. Et il disait, il parlait pas et tout. Et à la fin du spectacle, l'enfant, il attendait pour parler à Anas. Et il n'arrivait pas trop à parler, mais il a commencé à pleurer. Et il a pris Anas dans les bras. Parce que ça a décoincé quelque chose en lui. C'est-à-dire qu'il était tout triste depuis le décès de son grand-père, si je me souviens bien. Et le fait de voir cette pièce, ça a vraiment touché. Il s'est reconnu, quoi, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, dans cette pièce, Anas raconte comment, quand il était petit, quand il a perdu. Et donc, c'est vrai que, même en tant que parent, c'est pas des sujets dont on a envie de parler de la vie est belle et tout, mais en fait, on sait, en tant que parent, on n'a aucune certitude d'être encore en vie demain. Et que nos enfants, ils sont là, comment est-ce qu'ils vont vivre sur nous? Des fois, pour des parents, c'est un peu angoissant, même, cette réflexion. Mais c'est une réflexion aussi. Et je trouve qu'il y a aussi de formidable aussi, cette question de tawakkul, de se dire que, en fait, je m'en remets à Dieu.
pour ce qui est de l'avenir de mes enfants. Et il y a aussi une maman qui me disait, OK, il y a des institutions, il y a des mosquées, il y a le machin et tout, il y a l'école, c'est important l'école et tout, mais est-ce qu'on pense sincèrement que nos enfants vont passer toute leur vie uniquement à l'école? Est-ce qu'il y a que le savoir pur qui compte? Est-ce qu'ils vont Exactement. passer toute leur vie à la mosquée? Mais bien sûr que non. Ils ont besoin d'espaces de divertissement, d'espaces de réflexion, et les Exactement. jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce que nous, c'est vrai qu'on fait des ateliers maintenant qui sont intergénérationnels. Et ça, c'est Ouais, génial. Que tu ouais. as ici, le mercredi, tu as une maman et ses deux filles qui font des ateliers théâtre Ouais, c'est ensemble. génial. Ça c'est des espaces qui n'existent pas, en fait, Ouais. hein, qu'on crée. Mais c'est ça, mais de manière générale, et moi c'est vraiment en conseillant d'autres milieux, des gens plutôt privilégiés, Ouais. où tu vois en fait que pour eux, dans l'éducation, en effet il y a l'école, mais il y a toujours un aspect culturel, que ce soit l'Académie des arts, de la musique ou du Ouais. théâtre, et un aspect sportif. Et donc, tout enfant, en fait, pour le développement, et en tout cas de continuer avec ça, c'est on a besoin du cadre normal, et puis on a besoin de faire du sport, et on a besoin d'un espace culturel et c'est là où tu développes l'intelligence émotionnelle. On parlait tout à l'heure d'empathie, mais ouais, c'est là que tu la développes, l'intelligence émotionnelle. Mais moi, quand je me suis rendu compte, enfin, en fait, on se renforce aussi avec ça. C'est-à-dire qu'on en tire aussi un bénéfice personnel. Parce que moi, quand j'ai commencé à exceller dans ma carrière, alhamdoulilah, c'était pas par rapport à mes compétences, c'était par rapport à mon intelligence émotionnelle. Et c'est comme ça que j'ai réussi à naviguer et obtenir certains postes et certaines promotions, etc. C'est l'intelligence émotionnelle qui a joué. L'intelligence émotionnelle, je ne l'ai pas apprise à l'école. Je l'ai apprise en grande partie avec, quand j'ai rejoint la Hameut, mais je l'ai appris en faisant d'autres travaux avec les gens, mais c'est comme ça que tu l'apprends. Alors, on rappelle la campagne qu'on a en cours. La campagne, c'est Ras Hanout, la maison de la Baraka. Euh, et donc, on offre la possibilité aux gens de financer symboliquement un siège pour un montant de 1 000 € pour écrire l'histoire en fait avec nous. Cette histoire de Ras Hanout, qui est une histoire pas facile. Et j'aime bien l'histoire même du ruisseau. Mm. Là, on est installé parce que le ruisseau, il avance pas tout droit. C'est pas un canal. Ouais. C'est très sinueux. Des fois, ça prend des méandres. Des fois, c'est plus difficile, mais il avance. Mm. Il avance malgré tout, alhamdoulilah. Et donc, on espère que cette campagne va réussir. On compte sur vous. On espère. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. On continue à soutenir. Je vous laisse un tout petit mot de la fin. Tu mets dans la fin. Bah, tout d'abord, je veux te remercier ma mère. Pour tout. Non, mais, Maman. ah, maman, ouais. Non, mais non, j'aimerais vous remercier à vous tous, l'équipe de Ras Al Hanout, depuis que je suis là jusqu'à maintenant, tout le monde vraiment. Euh, Parce que sans ces possibilités que j'ai eues, ces occasions, allez, c'est juste que ben, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Et l'équipe, surtout l'équipe qui cherche des vides, si je dois le dire aussi, comme Inès, Aïcha, Ibrahim, Adnan, Juan. Mais fais euh, gaffe, quand tu commences à tes prénoms, tu peux pas oublier c'est quelqu'un. ça, donc, non, attends, je sais pas fait les déjà, Suleiman, je peux pas l'oublier, c'est mon cousin. Suleiman, Rizlan, Jade, etc. Euh, Ouais, ah, mais il a oublié. Il a oublié Ayoub. J'ai pas dit Ayoub. Ouais, il a Le oublié meilleur pour la Ayoub. fin, t'inquiète. Non, mais. Ouais, il a oublié Mariam. Ah, mais. Ah, Ouais, il a mais là, oublié t'inquiète, il est Mariam. dans mon cœur, t'inquiète pas pour ça. Ah, il faut pas commencer à Ah, oui, tout je le sais, monde. ouais. Mais voilà, donc, grâce à eux, en fait, j'ai pu rester, allez, j'ai pu voir et découvrir la Hanout. Et alhamdulillah, bismillah pour le reste, hein. Ciao. Ok, Hassan. Ben, franchement, je voulais quand même féliciter et remercier l'équipe de Ras Hanout qui sont là, notamment, je crois que les deux piliers, c'est Baptiste et Salim, qui résistent. Et c'est vrai que je trouve que la métaphore du ruisseau, elle est pas mal, parce que c'est vrai que ça, au-delà de fait que l'épicerie est à la rue du ruisseau, c'est vrai, Ras Hanout a commencé dans un petit ruisseau, et puis de temps en temps, le ruisseau est pris dans des tempêtes, se retrouve dans des grands fleuves, et puis après, il continue son chemin. Et il y a des moments de tempête, et il y a des moments où et ces moments-là, il faut pouvoir soutenir, parce que vous pouvez pas continuer seul, vous avez besoin aussi de soutien. Et donc, vraiment, j'incite les gens. Vous pouvez aussi vous mettre à plusieurs pour un siège et franchement profiter. Là, j'utilise l'ego de manière positive parce que l'ego n'est pas que négatif quand on. Je vais pas rentrer dans la discussion sur l'ego qui est une discussion qui me passionne, mais l'ego c'est aussi positif et donc là, c'est vrai, utilisez votre ego en vous disant j'ai envie d'amener mes enfants, d'amener ma famille dans une salle de théâtre où il y a notre siège avec notre nom et c'est une fierté aussi de pouvoir avoir ça. Et ça sera là aussi plus tard. C'est aussi un héritage qu'on laisse. Il faut aussi penser voilà, à l'héritage qu'on laisse sur Terre.
Et ce ne sont pas que notre travail et notre iPhone et nos vacances. C'est aussi qu'est-ce qu'on a fait pour les autres, qu'est-ce qu'on a fait comme action, qu'est-ce qu'on a fait aussi comme don de biens et de matériel. Et donc, franchement, j'espère que les 128 sièges seront bientôt réservés avec plein de monde. Inch'Allah. Merci à vous. C'était l'épisode 3 de Entre nous, de la Sahadot. Salam alaikum. Ça.